Bien, donc le prochain paragraphe de notre cours va s'intituler position relative de deux courbes. C'est une des utilisations que l'on va pouvoir faire de la connaissance de nos courbes représentatives, c'est-à-dire de pouvoir faire à la fois graphiquement et par le calcul l'étude de la position d'une courbe par rapport à une autre, c'est-à-dire lorsqu'on trace deux courbes dans un repère, savoir quelle est celle qui se situe au-dessus et celle qui se situe au-dessous. Nous allons avoir donc une double approche de cette problématique, à la fois une approche graphique, par lecture graphique on va pouvoir décider si une courbe est au-dessus d'une autre, et ensuite on aura exactement la même approche par un calcul algébrique, donc la résolution d'une inéquation par l'étude d'un tableau de signes. Voilà, tout simplement. Bien. Alors, position relative de deux courbes. Donc, considérons deux fonctions, soit f et g. Donc, deux fonctions. On va faire en sorte que ces deux fonctions soient définies au même endroit. Donc, définies sur un même intervalle i. D'accord. Étudier la position relative de f et de cf pardon, et de cg revient à étudier le signe de f de x moins g de x. Étudier la position relative de la courbe représentative de la fonction f et de la courbe représentative de la fonction g revient à étudier le signe de f de x moins g de x. Cette fonction, notons, moi j'aime bien la noter d de x, d comme différence de f de x moins g de x, donc notons d cette fonction qui donc va étudier la différence entre f et g. Et de quelle façon donc le signe de f de x moins g de x va nous permettre de connaître la position relative de la courbe représentative de f et de la courbe représentative de la fonction g. Eh bien, en ce sens que deux points. Si d de x est strictement négatif, ça signifie que f de x moins g de x est strictement négatif, ce qui signifie que f de x est strictement inférieur à g de x. Donc, ce qui signifie que cf est situé strictement en dessous de CG. D'accord? Pas d'accord. D'accord. En ce sens que si d de x est strictement négatif, la différence est strictement négative. Donc ça signifie que, puisque la différence est négative, c'est g qui est plus grand que f. Et si les valeurs prises par g sont plus grandes que les valeurs prises par f, ça veut dire que la courbe représentative de la fonction f est située en dessous de la courbe représentative de la fonction g. Si d de x est strictement positif, eh bien la différence sera strictement positive. Et du coup, f de x prendra des valeurs plus grandes que g de x. Du coup, cf est situé, décidément, strictement au-dessus de CG. Voilà. Dernier cas,
Si la différence est nulle, eh bien ça signifie que f de x est égal à g de x, et ça signifie que CF et CG eh bien, sont séquentes. C'est donc le point d'intersection, c'est un point d'intersection. Donc x est alors l'abscisse d'un point d'intersection entre CF et CG. Donc, en résumé, qu'est-ce que j'ai? Ben, on a un tableau comme ça. Voilà, par exemple, on va mettre ici f de x moins g de x. X, on va mettre une valeur alpha, n'importe laquelle. Si ici c'est négatif, si là c'est nul, et là c'est positif. Par exemple, bon, ça pourrait très bien être le contraire. Mais si f de x moins g de x est négatif, donc ça veut dire que CF en dessous de CG, là c'est CF au-dessus de CG, et là, ici, ça signifie que alpha, f de alpha, ou alpha g de alpha, puisque f de alpha est égal à g de alpha, eh bien ça, ce sont les coordonnées du point d'intersection. Alors il peut y en avoir plusieurs, hein, entre CF et CG. Voilà. Est-ce que j'ai été clair là-dessus? Ça va, ça? Je résume. Pour étudier la position de relative de deux courbes, d'accord, CF et CG, nous allons prendre les fonctions qui les représentent et en faire la différence. En faisant la différence de ces deux fonctions, nous allons générer une troisième fonction. Cette troisième fonction, par son signe, va nous donner la position d'une courbe par rapport à une autre. Je peux avoir ça graphiquement, si j'avais les courbes qui étaient tracées. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Donc là, je vous ai donné l'aspect algébrique de la problématique. Nous allons avoir maintenant l'aspect géométrique, enfin graphique de cette même problématique. De quelle façon? Eh bien de cette façon-là, hop, voilà. Je vais prendre une brave parabole comme ça. Je vais prendre une bonne fonction affine comme ça, voilà. On va supposer ici que ça c'est y qui est égal à f de x. On va supposer que celle-ci c'est y est égal à g de x. On connaît l'expression de f de x et de g de x. On pourrait s'amuser à les retrouver. Donc ici j'ai une première valeur que je vais appeler bêta. Ah non, parce que si je mets bêta, ça va perturber tout le monde, c'est une erreur. Nous allons donner un coup de souris à l'affaire. Voilà, on va pas l'appeler, on va l'appeler x2. Voilà. Et lui, on va l'appeler x1. D'accord? Jusque-là, tout va bien. On va mettre nos flèches. X, Y, l'origine. Voilà, une unité au bidon. 1, 1. Voilà. Bien. Alors, on peut observer graphiquement que sur l'intervalle moins l'infini x1, eh bien, c'est la courbe représentative de la fonction f qui est au-dessus, je ne vais pas tracer complètement, mais qui est au-dessus de la courbe représentative de la fonction g. Entre x1 et x2, c'est la courbe représentative de la fonction g qui est au-dessus de la courbe représentative de la fonction f. Et sur l'intervalle x2 plus l'infini, c'est la courbe représentative de la fonction f qui est au-dessus de la courbe représentative de la fonction g. Du coup, si j'avais dressé le tableau de signes de la fonction d qui mesure la différence entre f de x et g de x, ce tableau de signes, qu'est-ce qu'il m'aurait donné? Il m'aurait donné x1 ici, x2 ici, 0, 0. Pourquoi 0, 0? Parce que ce sont les points d'intersection, x1 et x2.
Ici, je mets x moins l'infini plus l'infini. Donc, je vais faire la différence entre f et g. Je peux très bien faire la différence entre g et f. Je raisonnerai simplement à l'opposé. Donc, si je fais la différence entre f et g, entre moins l'infini et x1, ici, j'aurais obtenu un résultat positif. Ici, j'aurais obtenu un résultat négatif. Et ici, j'aurais utilisé un résultat positif. Donc, voilà qu'un tableau de signes peut aussi, en résolvant une inéquation, nous donner en fait la position relative de deux courbes. Voilà une des utilisations de notre tableau de signes et donc de nos courbes représentatives que nous connaissons de nos fonctions de référence. Nous allons prendre un exemple. Nous allons prendre un exemple et vous ferez donc 2 exercices pour demain. Nous allons prendre un exemple. Considérons la fonction f, on va se mettre sur R, comme ça on ne va pas avoir de problématique. Donc une fonction affine, moins x, moins 3. Considérons maintenant une fonction g, il faut que j'appelle g quand même, voilà, g, aussi définie sur R, par x au carré, moins 2x, moins 5. Voilà. Et il s'agit de connaître la position relative de ces deux courbes. Ce que je peux faire, je peux mettre cette fonction sous forme canonique, la construire f, qui est facile à construire, et faire une lecture graphique. Le problème de la lecture graphique reste le problème de la lecture graphique, c'est-à-dire son imprécision. Mais ça peut toujours nous donner une façon, en tout cas une intuition, en tout cas ça nous permet de conjecturer, c'est le mot qui sera à la mode en première et en terminale, ça va nous permettre de conjecturer effectivement ce qui va se passer, et de l'après, nous le prouverons algébriquement. Alors comme c'est moi qui décide tout, puisque c'est un peu compliqué de faire une interaction en vidéo, eh bien je vais vous proposer de faire d'abord l'approche algébrique, et nous conclurons donc par la construction donc des deux courbes pour voir s'il y a cohérence avec notre approche algébrique. Très bien. Donc étudions la position relative de CF et de CG. Bien. Donc nous allons générer une fonction qui va calculer donc la différence entre les deux. Alors est-ce qu'on est obligé tout le temps de faire f de x moins g de x plutôt que g de x moins f de x? Il n'y a personne qui vous dit quoi que ce soit, c'est juste vous, intellectuellement après, de comprendre ce que signifie le fait que la différence entre g et f soit positive, ou que la différence entre f et g soit positive au niveau des positions relatives des deux courbes. Mais sinon, on peut bien sûr faire la différence dans le sens que l'on veut. Alors rien que pour vous embêter, je vais poser d de x, donc posons d de x, la fonction qui va mesurer l'écart entre g et f. Voilà. Donc d de x, on a donc quel que soit x appartenant à R, je rappelle l'ensemble de définitions, d de x qui est égal à x au carré moins 2x moins 5, je mets une parenthèse pour bien identifier g, moins, entre parenthèses, moins x moins 3. Bienvenue à ceux qui font des fautes d'étourderie comme moi. Alors, moins x moins 5 plus x plus 3, ce qui me fait d de x est égal à x au carré moins x moins 2. Alors, il faut que j'étudie le signe de ça. Pour étudier le signe de ça, j'ai deux solutions. Soit je cherche une facto, soit je canonise. Je fais la forme canonique parce qu'on sait que la forme canonique va nous amener de toute façon à une factorisation systématique. Bien, mais je vois bien que 2 c'est 1 plus 1 parce que j'ai quand même été formé lorsque j'étais un peu plus jeune, donc je vais écrire x carré moins 1 moins x moins 1 en séparant mon 2, et donc ça va me faire, pour éviter, donc ça ici ça va me faire x moins 1 facteur de x plus 1 moins x plus 1, ce qui va me faire d de x est égal à x plus 1 facteur de x moins 2. Voilà. Décidément, j'ai du mal à descendre
ma feuille en ce moment. Donc, petite astuce, je disais donc, alors que vous y voyez rien du tout, ici mon moins 2, je l'ai séparé en moins 1, pour éviter de faire la forme canonique, mais la forme canonique vous permettrait d'arriver exactement au même résultat, un tout petit peu moins rapidement, mais tout aussi automatiquement, donc c'est toujours un peu plus rassurant. Et donc j'obtiens, je vérifie quand même, un x au carré, moins 2x plus x moins x, plus 1, moins 2, moins 2. Ok. Voilà. Et donc maintenant je vais dresser le tableau de signes. Donc pour dresser le tableau de signes, je vais mettre une ligne pour x moins 1, une ligne pour x moins 2, et là j'aurai donc le signe de d de x. Est-ce que ça va pour tout le monde? Là vous suivez, hein? Voilà, là vous suivez. Là. Donc x plus 1, ça s'annule pour moins 1, x moins 2, ça s'annule pour 2, hop, hop, ici je vais mettre x plus 1, le 0 ici, donc le signe de x plus 1 qui nous intéresse, le signe de x plus 1 ici ça va être du moins plus puisque c'est une fonction croissante, le 0 pour la suivante il est là, le signe donc de x moins 2, la fonction qui a x associé x moins 2 est croissant, donc ça va nous faire du moins plus. Maintenant je vais faire le signe du produit, donc c'est ici ça va faire plus, ici j'aurai 0, ici j'aurai moins, ici j'aurai 0, et ici j'aurai plus. Voilà. Donc je fais un tableau de signes, tout ce qu'il y a de plus classique. Bon, il faut être capable de trouver la factorisation, parce que vous avez bien compris que sans facto, il n'y a pas de tableau de signes. D'accord. Si vous croisez une élève de 3e, vous pouvez juste lui rappeler combien les factorisations sont importantes, parce que parfois elles en doutent. Donc voilà. Enfin, si vous croisez une élève de 3e, c'est très très drôle ce que je dis. Conclusion. Alors, sur l'intervalle, moins l'infini, moins 1. Sur moins l'infini, moins 1. Je vais mettre un crochet ouvert. Et sur donc l'intervalle 2 plus l'infini. Est-ce que vous êtes d'accord? D de x est strictement positif. Ce qui signifie que g de x moins f de x est strictement positif. Ce qui signifie que g de x est strictement supérieur à f de x. Ce qui signifie que c comme représentatif de g, alors ça c'est un g, est situé strictement au-dessus, on est bien d'accord, hein, de CF. Maintenant, sur mon intervalle, donc je reprends mon tableau, et maintenant sur mon intervalle, donc moins 1, 2, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, d de x est strictement négatif. Du coup, g de x g de x moins f de x donc est strictement négatif, ce qui signifie que g de x est strictement inférieur à f de x. Ainsi, cg est situé strictement en dessous de CF. Voilà, là elle est en dessous et tout à l'heure elle était au-dessus. Voilà pour cette fonction, pour cette position relative. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste les cas particuliers, c'est-à-dire si x égale moins 1 ou si x égale 2, CF et CG donc sont séquentes. Et il suffit, pour trouver les points d'intersection, de remplacer x par moins 1 dans l'expression la plus simple. Et ici, ça serait l'expression de f, évidemment, puisque on avait la fonction f qui était égale à moins x moins 3. Donc les points d'intersection sont moins 1, donc ça fait 1, moins 3, ça fait moins 2. Et si je remplace par 2, ça fait moins 5. Voilà. Moins 1, moins 2 et 2, 5 représentent
les points d'intersection entre CF et CG. Voilà. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Voilà, ça va, hein. C'est assez facile. L'avantage, c'est que ça va nous permettre, un exercice comme celui-là, pour moi, me fait une interro d'1 heure. Pour quelle raison? Parce que d'abord, je vais vous demander d'étudier les fonctions. Je vais vous demander d'endresser le tableau de variation. Je vais vous poser une ou deux questions sur les fonctions. Puis, je vais vous faire étudier la position relative, qui nous amènera à refaire une inéquation, qui nous amènera à faire un tableau de signes, ce qui nous amènera à vérifier si les courbes sont bonnes, sont bien tracées. Voilà, donc c'est vraiment, ce sont des exercices qui sont très classiques dans leur construction. Vérifions maintenant graphiquement, c'est ce que je disais donc en introduction de cet exemple. Nous allons donc construire nos deux courbes. Alors je vais essayer de faire quelque chose de pas trop moche pour une fois, parce que évidemment la précision de la construction est hyper importante, mais préalablement à la construction, je dois mettre sous forme canonique, donc attendez, j'ai encore un peu de place sur cette feuille. Je vais mettre sur forme de, je vais mettre donc construction de CF et de CG pour avoir donc une résolution, graphique de la problématique. C'est pas mal comme phrase, ça. Je crois être presque sur BFM TV à 20h. Bien. Alors, canonisons donc G de x. X au carré moins 2x moins 5. Ça fait x moins 1 au carré et moins 1 moins 5. On est d'accord, hein? Donc ça me fait x moins 1 au carré moins 6. Voilà. Je vais développer quand même, on sait jamais. X au carré moins 2x plus 1. Plus 1 moins 5 moins 6. Ok, très bien. Donc ainsi, j'ai une fonction du second degré avec alpha qui est égal à 1 et bêta qui est égal à moins 6. Et A, si on ne le voit pas bien, A égale 1, alpha égale moins 1, alpha égale 1, pardon, et bêta égale moins 6. Donc je peux donc construire G avec la courbe représentative de la fonction G, pardon, avec énormément d'aisance. Alors, hop, ce que je vais faire, exceptionnellement, je vais sortir du papier, qui ne sera pas du papier de brouillon, mais une feuille à petits carreaux. Évidemment, c'est quand même bien plus efficace. Voilà. Alors, nous avons donc en magasin donc une parabole dont le sommet, alors je vais quand même l'écrire parce que c'est hyper important d'écrire ça parce que ça positionne aussi notre, donc c'est, hop, je suis là, CGA pour somme 1 moins 6. Voilà. Alors, c'est parti pour un 1 moins 6. Alors, moins 6, on est plutôt vers le bas, mais A est positif, donc les branches vont aller vers le haut. Donc, il ne faut pas que je sois trop bas non plus. Donc, je vais mettre à peu près par là sur la feuille, vous voyez, hop, ici. Alors, 1 moins 6, on peut centrer l'affaire à peu près. Voilà. Alors, 1 moins 6. 1. 0. Y. X. 1 moins 6. Clac, 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 si j'arrive encore à lire. Ça doit être ça, moins 6. Voilà, hop. Donc là, j'ai mon sommet. Ma parabole, son A vaut 1. Donc, string. Je m'écarte ici de 1 et je monte de 3. 1, 2, 3, elle passe là. Hop, elle passe là, elle passe là. Ici, elle va passer là. Et après, je m'écarte encore de 1 et je monte de 5. 1, 2, 3, 4 et 5. String. Hop, string. Et string. Voilà. Très bien, voilà ma parabole.
Je vais la tracer. Alors évidemment, il ne faut jamais hésiter hein, à se mettre dans le sens du poignet. Voilà. J'espère que vous n'avez pas trop le mal de mer. Voilà. Donc voilà ma parabole. Bien, maintenant, nous allons tracer notre droite. Alors la droite, c'est un tout petit peu plus simple de construire notre droite. Donc moins x, moins 3. Moins 3, moins 1, moins 2, moins 1, moins 2, moins 3, moins x. J'avance de 1, je descends de 1. Hop. Voilà. Et j'ai les impacts qui sont là. Donc ça c'est y moins x moins 3. Et donc ça c'était y, elle est toute pépette, elle est là. Et en bleu, nous avions ici, attendez, hop, comme ça on voit les deux sur le même écran. Ça nous fait, là c'était y qui était égal à x au carré moins 2x moins 5. Alors on peut observer donc les points d'intersection. On en a un ici, 2, et on a un autre ici, moins 1. Et on va observer graphiquement que sur l'intervalle, donc moins l'infini, moins 1, la courbe représentative bleue est au-dessus de la courbe représentative mauve, ce qui signifie que la courbe représentative de la fonction g est située au-dessus de la courbe représentative de la fonction f. Ça voudrait dire que si j'ai fait la différence entre g et f, à ce moment-là, j'ai une différence positive. Et si je reprends mon tableau, si je mets en parallèle ici mon tableau de tout à l'heure, effectivement, entre moins l'infini et moins 1, j'ai une différence positive. Ensuite, entre moins 1 et 2, ici, eh bien, j'ai une différence négative. Pourquoi? Parce que vous voyez que les valeurs... Alors évidemment, j'avais fait en sorte qu'on tombe sur des valeurs entières pour que ça soit plus simple. Moins 1 et 2 ici, eh bien, ces deux valeurs, on les retrouve donc comme point d'intersection, et on voit bien que ici, notre signe est négatif, parce que la position relative entre la courbe représentative de la fonction g et la courbe représentative de la fonction bleue est négative, puisque cette fois-ci, c'est le bleu qui est situé donc en dessous. Et enfin entre 2, donc entre 2 et plus infini, c'était positif, c'est normal parce que c'est le bleu qui est situé au-dessous. Voilà, donc on peut passer de notre tableau de signes à notre représentation graphique, de notre représentation graphique à notre tableau de signes. Voilà, j'espère que j'ai été clair, je ne sais pas si j'étais très clair, mais je pense que si quand même. Voilà, et donc là, vous voyez, quand votre courbe, elles sont bien tracées, et que vos paraboles, elles sont bien faites, eh bien, on a quand même un niveau de lecture graphique qui est quand même très précis, à condition, bien sûr, de se mettre sur des feuilles à petits carreaux. Voilà. Bien, écoutez, pour demain, ce que je vous propose de faire exactement ce que je viens de faire. Si vous le souhaitez, évidemment, j'impose pas que vous fassiez votre travail, hein, je vous laisse totalement libre. Voilà. Donc, premier exercice. Donc, vous étudierez la position entre donc, deux paraboles. F, ça serait sympa de voir la position relative entre deux paraboles. La première, ça sera 3x au carré moins x moins 3. Et la deuxième, G, donc ça sera moins x au carré plus 4x moins 4. Et dans l'exercice 2, ce que je vous propose, c'est de faire, comme j'ai fait là, la différence entre une parabole et une droite, donc x au carré moins 3x plus 2 et g qui va être égal à moins x plus 1. Voilà. Je vous souhaite une excellente fin de journée.